Chapeau couvre-chef, devenu un accessoire de mode que l'on porte sur la tête. Le chapeau est un couvre-chef, devenu un accessoire de mode. Il se distingue des autres couvre-chefs par sa matière, le feutre, la présence d'un bord plus ou moins large, et sa mise en forme. Définition modifiée. Le mot chapeau vient de l'ancien français chapelle, lui-même issu du latin caput, tête. En normand, il a donné le mot cap, qui désigne en anglais la casquette, et non le chapeau. Selon le dictionnaire d'ancien français de Godefroy, le terme de chapelle est une coiffure que les hommes et les femmes mettent sur leur tête pour sortir, mais aussi une couronne dans l'acception générale, et notamment une couronne de fleurs cense qui sera conservée jusqu'au XVIIIe siècle au moins. Dans la première édition de son dictionnaire François, en 1680, Richelet le définit comme une couverture de tête dont l'homme se sert durant le jour et qui est composée de deux parties, dont l'une s'appelle forme et l'autre bord. L'édition de 1715 en rajoutera une troisième, le lien. L'article du dictionnaire de l'Académie française de 1694 le définit comme une coiffure, habillement de teste pour homme, qui a une forme et des bords. Autrefois, on les faisait de drap ou d'estoffes de soie. Maintenant, on les fait de laine ou de poil, que l'on foule, ainsi que comme une couronne qu'on met sur la teste dans quelques rejouissances, dans quelques festes solennelles, citant « Les prestres à la procession portoient un chapeau de sur la teste ». Les mots « capa » Capella ont la même racine, selon le dictionnaire encyclopédique de l'histoire de France de PH. Le bas. Le chapeau, qui, dans l'origine, fut un diminutif, non pas du chaperon, comme on l'a dit aussi, mais du capuchon qui accompagnait la chape et servait à couvrir la tête, était une simple calotte de velours, de drap ou de feutre, retenue sous le menton par deux cordons. Cette calotte était toute unie ou ornée de fourrure, de broderie, de dorure et de pierreries selon la fortune ou la condition de celui qui la portait. Organisation du métier et fabrication. Organisation du métier. La fabrication du chapeau est faite par les chapeliers, une profession attestée à Paris depuis 1323, livre des métiers d'Étienne Boileau, qui est parfois regroupée avec celle des bonnetiers qui utilisent eux aussi du feutre, Rouen, Marseille. À Paris, les chapeliers sont d'abord divisés entre chapeliers de feutre, chapeliers de coton, de plume ou encore ceux de fleurs, avant d'être réunis, puis au XIVe siècle, érigés en un métier distinct des bonnetiers. Le métier existe également dans d'autres pays. Les chapeliers londoniens sont une corporation florissante aux XVIe et XVIIe siècles. Le métier, à savoir l'accession à la maîtrise, le travail effectif et la qualité de la production, est réglementé par une série de statuts. 1387, 1578, 1612, 1658 et par une série de règlements sur la qualité au XVIIIe siècle. À la disparition des corporations, à partir de la Révolution française pour la France, la fabrication du chapeau devient également le fait des modistes. Dès le XVIIe siècle, les manufactures de chapellerie complètent la production en atelier. Les chapeaux sont produits en plus grand nombre et en prêt-à-porter. Le formier est l'artisan sur bois qui sculpte des blocs de tilleul en différentes formes selon la demande des modistes ou des chapeliers, pour la mise en forme des chapeaux de feutre ou de paille ou de tissu. Fabrication quasiment inchangée depuis le XIVe siècle. Les chapeaux en poil de castor ont été si appréciés qu'ils ont contribué à la forte régression de cette espèce en Europe, mais aussi au Canada, où s'est portée la demande européenne. Exposition universelle de 1867. Les petits métiers, fabrique de chapeaux de feutre de Monsieur Haas, gravure par Jules Blanadet. Les principales techniques de fabrication des chapeaux sont mises au point au XVe siècle et n'ont guère évolué depuis. Quel que soit le matériau utilisé pour faire le feutre, castor ou bièvre, ancien nom du castor, laine, vigogne, un camélidé de la famille des lamas, etc., les étapes de fabrication ne changent pas. Ces étapes sont au nombre de 5, dont une subsidiaire, préparation du poil, foulage, mise en forme, teinture et garniture. La préparation du poil consiste à couper le poil de castor et de vigogne des peaux, puis à les épurer en les arçonnant, une sorte de cardage. Le foulage est la transformation de ce poil en feutre. Avant la mécanisation au XIXe siècle, le poil ou la laine cardesse sont agencés en sorte de triangle nommé capade, que l'on réunit pour former une cloche. La foule, par l'action de l'eau chaude et du mouvement de va-et-vient et de pression de l'ouvrier, feutre la cloche et lui donne de la solidité et son caractère imperméable. Avec la mécanisation,
Le poil et la laine sont directement soufflés sur une forme de cloche avant que celle-ci soit foulée. Pendant cette opération, la cloche perd les 2/3 de sa taille originelle. La mise en forme fait passer la cloche au stade de chapeau. Elle est placée sur une forme en bois qui comprend seulement la calotte jusqu'au 19e siècle, puis la calotte et les bords. Au 19e siècle, la cloche peut être mise en forme par pression sur des formes en métal. La teinture est une étape subsidiaire. Elle consiste à plonger le chapeau dans un bain de teinture. Pour la couleur noire, on utilise de la noix de Galles, puis avec les progrès de la chimie des teintures chimiques, en alternant bain et oxydation en plein air. La majorité des chapeaux sont noirs, mais on peut les teindre en d'autres couleurs, dès le XVIe siècle. Le rouge est une couleur appréciée. En 1610, Louis XIII se fait livrer un castor teint en vert de mer. La garniture finalise le chapeau. Après séchage, il est déformé de sa forme en bois, les poils disgracieux sont coupés ou brûlés, on le recouvre d'un apprêt imperméabilisant, on lui ajoute une coiffe et un cordon et parfois des broderies. En matière de chapeau, le prêt-à-porter est la norme. En 1843, 2 chapeliers français, M. Allier et M. Maillard, firent de breveter un outil, le conformateur, qui permettait de relever la conformation précise de la tête. La conformation des chapeaux était une étape de la vente obligatoire du fait de leur rigidité, haut de forme, chapeau melon, canotier. Elle était assurée par le chapelier de ville. Cet outil, principalement dédié aux chapeaux sur mesure, est encore utilisé pour la fabrication de certains chapeaux de théâtre. Les formes standards sont toujours utilisées pour les chapeaux de grande distribution suivant 3 conformations: l'ovale normal, l'ovale allongé et l'ovale rond. Formage d'un chapeau sur une machine. France, C. 1900. Séchage après formation à la vapeur. C. 1900. Atelier de finition. France, C. 1900. Pollution et intoxications au mercure et aspects environnementaux du mercure. Aux XVIIIe, XIXe siècles, Paris, capitale de l'art, de la culture et de la mode, est aussi capitale industrielle avec une large gamme de produits chimiques utilisés dans ses manufactures. La chapellerie de l'époque utilise le nitrate de mercure pour la fabrication du feutre, selon le procédé de carotting. Son utilisation est particulièrement dans la ligne de mire sur ce point. Des études géochimiques sur les niveaux de mercure dans le sol de Danbury et Norwalk, centres historiques de commerce de chapeaux dans le Connecticut en Amérique, montrent que le mercure s'y concentre toujours près des anciens ateliers de chapellerie. À Paris, entre les doreurs, les fabricants de miroirs et les chapeliers, près de 600 tonnes de mercure entrent dans l'environnement de la rive droite de la Seine, au centre de la ville, entre 1770 et 1830. Les années 1820 voient 2 à 3 000 chapelleries concentrées dans cette zone densément peuplée. Et en 1825, pour près de 2 millions de chapeaux fabriqués annuellement par les chapeliers parisiens, chaque secréteur utilise 10 kg de mercure par an. Dans le deuxième quart du 19e siècle, la manufacture de Sèvres crée un service de table luxueux appelé « Service des arts industriels », qui se veut une vitrine artistique, des techniques et du travail de l'artisanat et de l'industrie française de l'époque. Il est décoré par le peintre Jean-Charles Develly, qui visite des ateliers de chapeliers parisiens en été 1828 et y crée un projet de décoration d'assiettes pour le service. La création de ces superbes assiettes en porcelaine, à la décoration luxueuse, a littéralement doré les problèmes de l'industrie, pas seulement celle de la chapellerie d'ailleurs. David Ricordel, un couturier, 2019, note que cette assiette illustrant la chapellerie ne présente pas les opérations les plus salissantes et les moins recommandables de ce travail et que les sujets choisis illustrent seulement les gestes finaux de transformation des chapeaux en objets de désir du consommateur, la teinture, le blocage et le ponçage ou le picotage du chapeau. Ainsi est esquivé, entre autres, le problème majeur de l'empoisonnement par le mercure dont souffre non seulement toute la profession, mais tous leurs voisins cetes. Car cette date de 1828 est dans l'apogée de la consommation de mercure à Paris. L'hiver suivant, et en mai 1829, une épidémie massive d'acrodynie ou maladie de Pink touche plus de 40 000 Parisiens. Certains attribuent cette épidémie à l'arsenic ou au plomb, mais l'historien André Guillerme affirme que l'agent responsable en est le mercure provenant des industries locales. Tanagra représentant une femme avec son chapeau en parasol, Yves Siècle Avegian J.C. On n'a pas de traces de chapeaux datant de la préhistoire, mais il est possible qu'ils aient existé. Des chapeaux sont en tout cas portés dès l'Antiquité, dont le pétasse grec et le pylos, couvre-chef commun dans la Grèce antique. Ce même pylos
coiffent les esclaves affranchis dans la Rome antique. Les femmes grecques préfèrent porter la tolia, chapeau de paille rond à large bord, relevé en pointe en son centre, et fréquemment posé sur un voile, comme le montrent les figurines de Tanagra du Ve siècle Avejosi J.C. Dans son Trésor de la langue françoise, paru en 1606, Jean Nicot cite le « chapeau contre le bronzage, asle du soleil, cosia, vembella », celui de paille de blé fait d'espis de bled, corona spicea, le « chapeau de fleurs » ou bouquet, certum strophium, le « chapeau d'entrelacé et entassé, pactilis corona. Au Moyen-Âge, selon Philippe le Bas, leur usage est attesté dès le règne de Charles VI, où les chapeaux fréquemment portés à la campagne sont adoptés à la ville, mais seulement les jours de pluie. On sait que Charles VII, pour son entrée dans Rouen en 1449, portait un chapeau de castor. Louis XI est fréquemment représenté avec son chapeau orné d'enseignes, des images en plomb des saints auxquelles il avait le plus de dévotion. Marqueur social, il s'agit d'un accessoire essentiellement masculin, les femmes portant plutôt des voiles, des foulards ou des bonnets qui peuvent cependant atteindre des proportions extravagantes, telles les hennées. Le port d'un chapeau par la femme est alors considéré comme frivole, à l'exception de son utilisation lors de voyages. C'est au XVIe siècle que les femmes s'approprient le chapeau, imitant les courtisans mâles. Évoluant au gré des modes, il continue à être utilisé, même si au XVIIIe siècle, en raison des volumineuses perruques, les hommes portent au bras leur bicorne. En France, son usage est petit à petit réservé aux femmes, avant qu'au XVIIIe siècle, les dames de la cour n'arborent les créations de leurs marchandes de mode. Le chapeau continue alors d'être porté par les deux sexes jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un accessoire de mode, porté lors d'occasions spéciales, mariage, enterrement ou pour se protéger des éléments, pluie, soleil. Évolution du chapeau en peau de castor au Canada cause de fortes régressions de cette espèce. La forme du chapeau évolue sur 3 éléments. Le bord du chapeau, dit aussi aile, la hauteur de la calotte, la forme de cette calotte, ronde, carrée, en pointe. Dans la première moitié du XVIe siècle, la mode française est au chapeau à la calotte, très plate, et aux bords très étroits. La calotte augmente petit à petit dans la seconde moitié du VIe siècle, formant la toque recouverte de tissu plissé et à petits bords qui caractérisent notamment les portraits de Henri III. À l'extrême fin du XVIe siècle, le chapeau voit sa calotte diminuer et ses bords s'élargir un temps. Dès 1610, mais surtout dans les années 1620-1630, la mode est sous influence hollandaise, avec les chapeaux en pain de sucre, à savoir à calotte haute et conique et aux bords étroits. Dès 1630 cependant, la taille de la calotte diminue tandis que celle des bords augmente. Au début du règne de Louis XIV, la mode est au chapeau de mousquetaire, à savoir une calotte de petite taille, carrée, masquée par un grand panache et aux bords très larges, comme porté d'Artagnan, Aramis, Athos, Porthos. Dès les années 1670, à la cour, les hommes préfèrent porter des chapeaux à petite calotte et à bords de taille moyenne ou petite. On s'aperçut ensuite que ces bords étendus gênèrent le maniement des armes. Alors, on imagina pour les troupes le chapeau à 3 cornes, qui est la coiffure militaire et la coiffure d'étiquette dans les hauts rangs de la société. Sous le ministère du comte de Saint-Germain, on s'avisa de coiffer les brigadiers de cavalerie de chapeaux à 4 cornes. Mais cet usage ne dura pas. Depuis un peu plus de 30 ans, les troupes ont quitté le chapeau pour le bonnet à poil, le shako ou le casque quand elles sont sous les armes. Dans le monde, la coiffure générale des citoyens est aujourd'hui le chapeau rond de couleur noire. Celle des fonctionnaires, dans les cérémonies publiques, est le chapeau noir à cornes, orné de plumes. Celle des militaires, en petite tenue, est le même chapeau, avec ou sans plumes, suivant le grade. Les ecclésiastiques portent aussi le chapeau à 3 cornes, mais lui donnent une forme particulière. Comme souvent dans les périodes tumultueuses, le chapeau peut servir à une expression politique ou de soutien à un régime. En juillet 1815, après les 100 jours, il fallait porter du blanc. On peut lire dans le journal de Rouen du 13 juillet 1815 un avis en forme de consigne pour la nouvelle mode. Les chapeaux de paille blanche de la dernière forme ont la passe carrée, très saillante, et un fond plat qui déborde d'un travers de doigt et forme bourrelet sur la passe. Entre la passe et le fond, on met une guirlande en diadème, beaucoup plus épaisse au milieu que des extrémités. Elle est composée de roses blanches ou de lys, de myrte ou de jasmin. Les modistes posent sur ces chapeaux 3 roses blanches et 3 plumes duveteuses. En 1845, l'encyclopédiste Philippe le Bas ajoute que la généralisation du chapeau
nécessita l'établissement de grandes fabriques, notamment à Lyon et à Paris, et l'on fit bientôt une telle consommation de castors que ceux que l'on trouvait en France, et spécialement dans les îles du Rhône, étant détruits, il fallut poursuivre ces animaux industrieux et inoffensifs jusque dans les lacs glacés du Canada, là-haut. On imagina de suppléer à leur fourrure par celle d'animaux indigènes, lièvres, lapins et même le chien caniche. On a aussi fait en peluche de soie des chapeaux légers moins chers qu'en feutre, et pour l'été, des chapeaux gris en feutre, des chapeaux en paille, en osier, en lacet et en étoffe de soie ou de coton, dont les formes varient au gré de la mode. On fabrique, pour les voituriers et les marins, des chapeaux de bourre ou de laine commune, que l'on revêt de plusieurs couches de vernis qui leur donnent de l'éclat, de la durée et les rendent impénétrables à la pluie. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, le chapeau est un élément indispensable de la toilette. Son absence signale au regard l'ouvrière qui sort en cheveux. Dans toutes les villes, des modistes répondent à la demande d'une énorme clientèle en créant leurs propres modèles ou en adaptant ceux de la mode parisienne. Au tournant du 19e siècle, la silhouette se modifie. Le grand chapeau apparaît avec le costume tailleur vers 1900. Il permet d'équilibrer la toute nouvelle jupe cloche. La garniture est posée très haut sur des chapeaux de plus en plus larges. Ils sont maintenus par des épingles à chapeau, nouvel accessoire. Les liens entre la haute couture et les chapeaux remontent à Worth et à sa collaboration avec Madame Viraud dans les années 1809-13. Une bonne modiste était capable d'interpréter l'esprit d'une collection sans sacrifier sa propre créativité. Bien que leur contribution ne fût pas officiellement reconnue, tous ceux qui faisaient partie du monde fermé de la mode parisienne savaient quel modiste avait créé les modèles qui accompagnaient la collection présentée par son couturier. Les grandes modistes de cette époque sont Caroline Rebout, Lucienne Rebatté, les sœurs Legroux, Madame Blanchot, Lewis, Marie-Alphonsine. Sous l'influence de Paul Poiret, les robes deviennent plus simples dès les années 1910. La silhouette s'allonge et s'aplatit. De nouvelles coiffures sont créées pour les activités sportives, automobiles, bains, canotage. Les femmes coupent leurs cheveux. Un nouveau chapeau apparaît, le chapeau cloche à côté de la capeline et de la toque. Parmi les grands noms de cette époque, on trouve Rose Valois, Suzanne Talbot. Coco Chanel débuta comme modiste avant de se lancer dans la haute couture. Ses chapeaux étaient comme ses vêtements, inhabituels tant par la pureté de leur ligne que par l'art. Contrairement à Elsa Schiaparelli, qui aimait choquer et adorait les paradoxes des surréalistes, elle utilisait les chapeaux comme un point d'exclamation, une folie, qui couronnait un look et donnait matière à discussion. Le concept de la démesure était entré dans l'histoire des modes du XXe siècle. En voilà une qui ne sort pas du lot. La dame au chapeau Geneviève de Fontenay, elle accordait ses chapeaux à sa tenue qu'elle portait parfois, chapeau avec des plumes ou même avec des perles. Chaque chapeau qu'elle portait allait en fonction de ceux qu'elle portait chaque jour. Geneviève de Fontenay, c'est la dame qui faisait monter les Miss France, donc en chapeau, elle s'y connaît, et même en couronne et en diadème. Parlons de couronne et de diadème et de chapeau. Geneviève de Fontenay avait son chapeau, mais aussi Élisabeth II, reine d'Angleterre. Elle portait son chapeau en fonction de sa tenue du chapeau rose au chapeau bleu, du chapeau à plumes au chapeau couleur pastel. Chaque chapeau de la reine d'Angleterre. Élisabeth II avait un chapeau en accord et en harmonie avec sa tenue entre le rose et le rouge, et le bleu et le vert, le mauve et pastel. Chaque couleur de chapeau lui allait bien avec sa tenue. Année 1930. La chevelure et le chapeau vont constituer des éléments essentiels de l'esthétique féminine, symbolisant peut-être le mieux cette époque. Il existe un chapeau pour tous les événements de la journée. Les chapeaux garnis sont à l'honneur. Les garnitures sont posées près du visage. Les chapeaux reprennent de la hauteur à la fin des années 1930. Les lignes verticales sont ainsi à l'honneur et sont encore accentuées par des drapés en hauteur, des coques, des aigrettes, des ailes, des nœuds disposés au sommet de la calotte. Avec Schiaparelli, les grandes modistes de cette époque sont Rose Valois, Louise Bourbon, Germaine Page, Rose Desca, Gaby Monod, Agnès et Claude Saint-Cyr. Seconde Guerre mondiale. Le monde de la mode traverse une crise pendant la guerre. Certaines maisons de haute couture ferment leurs portes. La pénurie des matériaux touche celles qui continuent leur activité. C'est l'époque des matériaux de substitution. La fibrane, la rayonne, le bois, la paille, le liège.
Le modélisme s'accommode de ces difficultés mieux que la couture et est très novateur. Ce bouleversement permet l'éclosion de jeunes talents. Albouy, Gabriel, Gilberte Horst. L'heure est aux performances. Chapeau en papier journal d'Albouy, toque en copeaux de bois d'Agnès. Selon l'historienne Dominique Veillon, l'exubérance créatrice des couvre-chefs peut s'expliquer comme la manifestation diffuse d'une révolte contre la dureté de l'époque. Les chapeaux apportent également des solutions concrètes au froid. Capuchon à la difficulté d'entretenir ses cheveux, turbans et foulards. Mode sous l'occupation et mode des années 1950 en France. Après-guerre. La fin de la guerre et la disparition progressive des pénuries marquent le retour des belles matières, une volonté de raffinement et d'opulence, à l'image des créations de Christian Dior nécessitant des mètres de tissu. Les petits chapeaux alternent avec les grands en fonction des robes larges et des minces tailleurs. Depuis la fin des années 1960, le port du chapeau est cependant tombé en désuétude, même si certains jeunes se réapproprient depuis cet accessoire de mode. Maintenant parlons de casquettes. Bien sûr, n'oubliez pas, après l'histoire du chapeau, il y a aussi eu l'arrivée de la casquette en Amérique, en France et dans toute l'Europe et un peu partout dans le monde. La casquette qui autrefois ressemblait plutôt à un béret qu'on mettait sur le côté pour les hommes autant que pour les femmes. La casquette que appelaient aussi nos grands-pères la gampette. La casquette est toujours d'actualité, prend plusieurs formes pour les femmes comme pour les hommes. La casquette, c'est aussi à protéger du soleil ou même de la pluie. Voici l'histoire de la casquette, qu'elle soit bleue ou rouge, et même jaune ou noire. La casquette, sur toutes ses couleurs, reste toujours à la mode, pour les petits comme pour les grands, pour les vieux comme les moins vieux. La casquette pour embellir la personne qui la porte sur sa tête d'ailleurs. Skander and the King, Emmerich, père et fils, sur YouTube, portent la casquette avec fierté. Évolution à travers l'histoire. Au fil des siècles, la casquette a évolué en fonction des besoins, des modes et des cultures. Pendant la période médiévale, les chapeaux pointus étaient populaires. Au XVIIIe siècle, les tricornes étaient à la mode, tandis que le XIXe siècle a vu l'émergence des casquettes de marins. La casquette est un couvre-chef de tissu, cuir ou matière synthétique, pourvu d'une visière, à la mode depuis le début du XIXe siècle, très apprécié des jeunes et des sportifs pour son aspect léger et pratique. La visière diminue l'éblouissement. En 1571, en Angleterre, une loi est promulguée imposant le port d'un couvre-chef pour tous les hommes le dimanche, sauf pour les enfants de moins de 6 ans et les aristocrates. Tout contrevenant s'expose à une amende de 17 pence. Au fil des siècles, ce couvre-chef en tweed devient un symbole de classe sociale, les bourgeois et les aristocrates portant pour leur part des chapeaux de meilleure facture. En 1895, l'homme politique travailliste James Kerr Hardy pose sur son affiche de campagne avec une casquette, provoquant un scandale qui l'amène à être hué à la Chambre des communes. En Allemagne, au XIXe siècle, la casquette, forme réduite du shako de l'armée prussienne, devient emblématique des étudiants nationalistes des Burschenschäfte. Au cours du siècle, elle se généralise parmi les étudiants et écoliers de toute l'Europe. Elle est très en vogue au XIXe siècle pour les uniformes de travail, chauffeurs, portiers, concierges, gardes de sécurité, chefs de train, etc. Dès les premières lignes de son roman Madame Bovary, Gustave Flaubert en affuble son personnage du jeune Normand Charles Bovary pour sa première entrée en classe. La description de cette coiffure composite est très détaillée pour un résultat assez ridicule. La casquette devient aussi un attribut des voyageurs et randonneurs. Celle de Sherlock Holmes en tweed beige comporte une visière et un couvre-nuque. À la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, la casquette en tweed n'est plus un symbole populaire, mais l'apanage d'une bourgeoisie attachée à la campagne. Casquette militaire modifiée. Une casquette de marin. L'origine de la casquette remonte au début du XIXe siècle, habituellement portée par les hommes de la classe ouvrière, surtout dans le nord de l'Europe. Vers la même époque, dans les dernières années des guerres napoléoniennes, elle commence à apparaître
dans les rangs des officiers supérieurs des armées russes et prussiennes, et est apprécié en raison de son confort et de sa légèreté par rapport aux bicornes et autres shakos. Au cours de la période Biedermeier, 1815-1848, la casquette est devenue la coiffe quasi universelle des civils allemands et autrichiens de toutes les classes sociales et est aussi populaire pendant tout le XIXe siècle parmi les milieux ouvriers du nord de l'Europe. Cependant, en Grande-Bretagne, vers la fin du siècle, on préfère une casquette sans visière comme l'Ascot Cap. L'United States Army adopte la casquette à visière pendant la guerre américano-mexicaine, 1846-1848, le shako étant tout simplement inadapté au climat chaud du Mexique. En 1856, ce sont les sous-officiers de la Royal Navy qui l'adoptent. En 1902, c'est au tour de la British Army, dont les hommes portent une casquette à visière kaki pour la tenue de combat et sous des formes plus colorées pour la tenue d'apparat ou de sortie. Dans l'United States Army, c'est une version bleu foncé qui est portée avec l'uniforme de sortie entre 1902 et 1917. Au cours du XXe siècle, à l'exception notable de la France, la casquette devient la coiffe des armées de terre, marines et forces aériennes de la plupart des pays, en particulier pour les officiers. Elle devient également populaire au sein des forces de police, remplaçant les lourds et encombrants casques et képis. Autre type de casquette modifiée, casquette plate, Newsboy Cap, casquette à 3 ponts Gavroche et sa casquette en tête des insurgés. Casquette de baseball. De multiples sortes de casquettes existent, dont la casquette plate ou casquette anglaise lorsque la visière est petite, presque non apparente et cousue. Les Anglais l'appellent aussi Newsboy Cap, car elle fut longtemps le couvre-chef des jeunes garçons assurant la livraison des journaux, les Américains Golf Cap pour son usage répandu sur les greens et les Néo-Zélandais Cheesecutter Cap pour son utilisation, dans ce pays, par les marchands de fromage locaux. En France, le terme est souvent simplement casquette plate, mais c'est aussi, avec une visière plus importante, la casquette de Gavroche. La casquette plate, en tissu à bouton central, s'impose dans les années 1930. C'est le couvre-chef des ouvriers français du Front populaire, à une époque où les hommes du peuple adoptent volontiers les vêtements de sport des bourgeois cis. En Turquie, Mustafa Kemal Atatürk, durant les mêmes années, interdit le port du fez et du turban et persuade ses compatriotes de les remplacer par la casquette ou le chapeau à l'occidental. La casquette à 3 ponts, ou simplement à pont, casquette de soie noire, haute à très haute, à calotte bouffante et visière rabattue sur le front, à la mode chez les souteneurs parisiens des débuts de la Belle Époque. La casquette de baseball, ou casquette américaine à longue visière. La casquette cubaine, sorte de casquette américaine, mais dont le tour de la calotte est carré et non arrondi. La casquette irlandaise, casquette 6 côtes en gros tweed souple et à large plateau tombant sur les côtés. La casquette marseillaise, casquette à 8 tranches, 8 côtes, à large plateau, avec un petit bouton en son centre. Se porte très droite, non tombante sur les bords. Autrefois, les Marseillais glissaient un jonc à l'intérieur pour tirer le tissu et ainsi la maintenir bien droite comme une tarte. La casquette du père Bugeaud, visible au musée des armées, la visière se prolonge symétriquement sur l'arrière du calot. Elle est à l'origine d'une célèbre marche des Zouaves. As-tu vu la casquette? La casquette? As-tu vu la casquette? La casquette au père Bugeaud? Voilà les amis, vous savez tout sur le chapeau, pour hommes comme pour femmes, sur la casquette de la casquette militaire à la casquette moderne. Bientôt il y aura aussi des casquettes du futur. Imagine un peu la casquette du futur, tu pourrais peut-être même porter un écran tactile sur ta casquette. La preuve en est, c'est qu'il y a déjà des casquettes lumineuses et programmables comme Skander and the King et Merrick ont chez eux, casquettes à LED d'ailleurs. Regardez bien dans la description, on a mis le lien de la casquette. Allez les amis, faites-vous plaisir. Vous êtes plus casquette ou chapeau?
Répondez à ma question, soyez honnête. Qu'est-ce que vous préférez? Vous êtes plus côté chapeau élégant ou élégante ou casquette? Comme disait mon grand-père, quand tu sors dehors, qu'il fasse chaud ou pas très chaud, n'oublie pas ta gampette. Cela peut te protéger du soleil sur ces mots. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire ou même de répondre à la question d'activer la cloche de notification. Et surtout, si tu n'es pas abonné, eh ben, abonne-toi mon ami. Allez, à bientôt, à la prochaine. Et que ça rock big up.